Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. La semaine dernière, je me suis surprise à dire à ma fille qu'elle ne se rendait pas compte de la chance qu'elle avait et que moi, à son âge, je n'avais pas autant de choses et que la vie était dure, mais qu'il fallait travailler pour pouvoir réussir. Et là, je me suis arrêtée un instant et je me suis dit, en fait, je pense qu'on a tous pensé ou on l'a tous dit à nos enfants parce qu'on est conscient que notre génération de parents, on essaie de faire mieux, on essaie de faire plus bienveillant et on essaie de préparer leur avenir avec plus d'intention. Non pas que nos parents et nos grands-parents n'ont pas essayé de le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on a plus de facilité à le faire pour nos enfants. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je transmettais en disant ces choses-là et pourquoi, du coup, je leur disais ces choses-là. Parce qu'en soi, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie qu'elles intègrent. Le fait qu'elles sont censées travailler dur pour pouvoir y arriver, pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir réussir dans la vie, pas du tout. Et la question sur la valorisation du travail, je pense que dans notre culture noire, elle est essentielle. Elle résonne, selon moi, avec des siècles d'histoire de transmission familiale, de résilience, de lutte aussi pour la dignité. Et je pense que cette partie de nous qui pense que l'argent mérité doit venir de la sueur, des efforts et parfois même de la souffrance, c'est tellement présent parce que nos ancêtres n'avaient pas le choix, eux, sous l'esclavage, la colonisation, la ségrégation. Leur valeur était mesurée à leur capacité à travailler dur physiquement. On leur a appris, et du coup, ils nous ont appris en retour, que la survie passait par l'endurance, mais pas forcément par la stratégie. C'est un réflexe de survie. Si je travaille dur, on ne pourra pas dire que je ne mérite pas ma place et du coup, on ne me tuera pas. Je pense que c'était à ce point-là. Parce qu'à cette époque-là, nous étions considérés comme des objets et quand un objet ne fonctionne plus, ne fait plus ce qu'il est censé faire et qu'il est irréparable, on s'en sépare. Alors pendant des siècles, nos ancêtres ont été réduits juste à leur force de travail. Ils n'étaient valorisés que pour ce qu'ils produisaient physiquement. Travailler dur, encore une fois, c'était survivre. Travailler dur, c'était parfois protéger sa famille. Et je pense sincèrement que ce schéma s'est incrusté dans nos mémoires comme une sorte de vérité. Ta valeur, c'est ton endurance, ta capacité à tenir bon dans le travail. Du coup, on a intégré ce que j'appelle, je ne sais pas si ça existe réellement, mais en tout cas pour moi, c'est la dignité par l'effort. Dans nos familles, l'argent facile est souvent perçu comme quelque chose de suspect, c'est-à-dire que soit ça cache quelque chose de malhonnête, soit c'est réservé aux autres, soit c'est un privilège qu'on n'a pas. Tu ne peux pas venir nous dire que tu gagnes 10 000 euros par mois et que la vie est facile, que tu ne travailles pas de 6 heures jusqu'à 22 heures, ou alors que tu ne travailles pas les week-ends. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui colle pas dans la vision antillaise du fait de gagner de l'argent. Du coup, on va plus valoriser la sueur, la fatigue, la douleur même comme preuve que notre argent est propre. C'est-à-dire que si tu as passé toute la journée à trimer, oui, ton argent a de la valeur à la fin de la journée. Ce qu'on t'a payé, tu l'as durement mérité et du coup, tu as le droit de le dépenser comme tu veux. Par contre, si tu as moins bien travaillé, si tu as plutôt utilisé de la stratégie et que ça ne t'a pas demandé un effort qui soit très grand physiquement, du coup, c'est pas mal. Mais celui qui a trimé plus, il a plus de valeur que toi. Et je suis persuadée que ce discours a permis à nos parents et grands-parents de garder leur dignité face à l'injustice. Mais pour nos enfants, à mes yeux, ça peut devenir un frein. Je me souviens par exemple de ma grand-mère quand elle me parlait de l'amiral Robert. Elle me parlait souvent de ces années de guerre, de peur, de rationnement, et je le voyais au quotidien. Je devais avoir 10 ans. Elle comptait le riz, elle séparait en portions. Enfin, il n'y avait pas cette abondance de nourriture. Pourtant, ce n'est pas qu'elle en manquait réellement. Et moi, je n'ai jamais ressenti ce manque, en tout cas en étant avec elle. Mais je sais qu'elle ne le faisait pas par radinerie, qu'elle le faisait vraiment par réflexe, parce qu'elle avait encore en mémoire cette période de manque qu'elle avait du coup intégrée.
comment réagir quand il y a une période de manque, et elle a gardé ses réflexes pour pouvoir se sécuriser. Ça, c'est ma théorie. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça qu'elle le faisait, mais à mes yeux, c'était ça. Mais sur l'instant, moi, je ne comprenais pas. Je voyais bien qu'elle faisait attention à tout. Et ce rationnement, c'était plus particulièrement pour la nourriture qu'elle le faisait. Mais cette époque-là, le temps de l'amiral Robert, comme elle le disait, moi, je ne l'ai pas connu. Et je me souviens que je me sentais mal vis-à-vis de ça. Je me sentais coupable d'avoir une vie plus facile qu'elle. Je me sentais aussi coupable de ne pas pouvoir me mettre à sa place et coupable de ne pas avoir souffert, de ne pas souffrir comme elle avait souffert à cette époque-là. Et je me rends compte aujourd'hui que cette culpabilité, ben, on la transmet parfois sans le vouloir à nos propres enfants. Quand on dit tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, ou moi à ton âge je n'avais pas autant, ou vous avez vraiment trop la belle vie et vous n'en avez pas conscience. Cette charge-là qu'on donne à nos enfants, elle leur empêche de vivre librement leur propre parcours. On les rend redevables d'un passé qu'ils n'ont pas connu. On les oblige à justifier ce qu'ils ont, à mériter chaque confort, chaque opportunité, comme s'ils devaient être reconnaissants de ce que nous avons choisi de leur offrir, de ce que nous avons la capacité de leur offrir, parce qu'à notre époque, ils n'en auraient pas eu autant ou ils n'auraient quasiment rien eu. Ne serait-ce que sur le point de la bienveillance dans l'éducation, combien de fois je me suis dit, mes filles ne se rendent pas compte à quel point elles ont de la chance d'être élevées dans la bienveillance, dans le respect de leurs opinions, dans le respect de leurs émotions et de leurs choix. Mais elles n'ont rien connu de l'époque où la bienveillance n'était pas une évidence pour les parents. Et pourtant, je voudrais qu'elles le comprennent. Je voudrais qu'elles soient reconnaissantes du présent qu'elles ont et du futur différent du coup que nous leur offrons, que nous voulons leur offrir. Revenons à l'argent, parce que j'aimerais vraiment casser ce schéma de la dignité par l'effort. Et donc, du coup, si tu as travaillé dur pour ton argent, c'est mieux. Ça te donne à toi plus de valeur et ça te rend plus méritant et plus digne de posséder cet argent. Parce que l'argent gagné sans sueur est parfois vu comme suspect, comme j'ai dit. Pourquoi? Parce que les systèmes dominants ont souvent présenté l'argent facile comme quelque chose qui nous est inaccessible, qui est réservé aux autres, souvent aux blancs, aux héritiers, aux puissants. Ou ben, si tu l'as eu, c'est que tu es passé par quelque chose de malhonnête, du trafic, de la magouille, ou tu as été pilonné, tu as eu un privilège. Donc on s'est construit une sorte de code d'honneur autour du travail. Si j'ai trimé, j'ai le droit d'en être fier du résultat de mon travail. Mais ce schéma-là, encore une fois, c'est un frein pour nos enfants. Cette croyance peut aujourd'hui bloquer nos enfants, leur faire croire qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut toujours se tuer à la tâche pour mériter l'abondance. Mais l'éducation financière, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est justement apprendre que l'argent peut être un outil au service de la liberté, pas une récompense après la douleur. Si on transmet ça tel quel, nos enfants vont penser que gagner de l'argent facilement, c'est mal, qu'il faut souffrir pour être légitime et que leur intelligence ou leur créativité ne suffisent pas. Du coup, ils risquent de refuser des opportunités qui demandent peut-être moins d'efforts physiques, mais plus de stratégie. Quand tu répètes à ton enfant que la vie est difficile, que rien ne tombe du ciel et que l'argent, ça se mérite, qu'est-ce que lui, il entend? Ben, que c'est pas forcément fluide, facile ou joyeux, que s'il a une activité qui procure ça, mais ça ne va pas forcément lui ramener de l'argent. Que s'il ne souffre pas, c'est un petit peu qu'il triche. C'est beaucoup trop facile. Il entend qu'il doit compenser, justifier ce qu'il a. Et du coup, ça fabrique des adultes qui vont se saboter, qui vont s'épuiser juste pour justifier un revenu, qui vont refuser de prendre des raccourcis qui sont peut-être plus intelligents par peur de passer pour des profiteurs et qui vont culpabiliser de réussir sans avoir tout donné. Bon, je sais pas si toi, c'est ce que tu veux pour tes enfants, mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. Et je voudrais vraiment qu'on arrive à changer le message, qu'on arrive à transmettre que l'argent doit être aligné avec nos valeurs, pas qu'il doit être gagné dans la douleur. On peut travailler intelligemment, utiliser nos talents, créer des systèmes qui rapportent, mais même quand on ne transpire pas, ça aussi, c'est du mérite. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Leur valeur ne dépend pas du nombre d'heures qu'ils donnent, mais de l'impact et de l'intégrité avec laquelle ils travaillent. Et je dois t'avouer quelque chose, moi aussi, j'ai cette forte croyance que si je travaille dur, si je suis dans l'action, mes objectifs vont forcément se réaliser. C'est presque un réflexe pour moi. Tant que je bouge, tant que je fais, j'avance.
Et un jour, en discutant avec des amies investisseuses, elles m'ont dit, tu comptes tellement sur toi et tes actions que tu laisses peu de place à la manifestation de faire son œuvre. Ça m'a fait réfléchir parce que dans les faits, j'ai investi et je continue d'investir pour que mon argent travaille pour moi, pas l'inverse. Et pourtant, intérieurement, je me comporte encore comme si je devais être sur tous les fronts, comme si mon succès ne dépendait que de mon action constante. Alors, ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que le travail peut être fait en amont dans la mise en place et qu'ensuite, il faut laisser le temps, l'espace au temps et au système, aux opportunités de produire le résultat. Donc, je suis pas en train de m'auto-flageller parce que mon parcours m'a appris que mon succès dépendait de moi, de ma discipline, de ma capacité à me battre et à travailler dur. Je suis pas du tout en train de faire ça. Mais je suis en train de dire que l'investissement va un peu à l'encontre de la notion de travailler dur. L'investissement, au contraire, demande de lâcher prise, de lâcher une partie du contrôle et de faire confiance à un système, à une stratégie et aux facteurs temps qu'on ne maîtrise pas. C'est inconfortable parce que ça me met face à des résultats qui ne dépendent pas entièrement de mon énergie physique ou de mon travail, mais c'est quelque chose sur lequel je continue à travailler et je continue donc à investir. Pour comprendre d'où vient cette notion de travailler dur, c'est mieux, ça donne plus de valeur à notre argent, je pense que, encore une fois, il faut remonter à nos parents ou nos grands-parents pour qui le mot investir n'existait presque pas dans leur langage. Leur réalité, c'était de trouver un travail stable, économiser et, pour les plus ambitieux ou les plus chanceux, acheter leur résidence principale. Ce simple fait d'être propriétaire était une fierté et une sécurité immense. Dans certains cas, quand ils avaient 2 ou 3 biens immobiliers, c'était vu comme un accomplissement qui était tellement rare, presque inaccessible, et du coup, ça les faisait passer dans une catégorie sociale supérieure. Mais cette vision-là, aussi respectable soit-elle, hein, elle était liée à leur époque. Le prix de l'immobilier était proportionnel au salaire, les carrières étaient longues et stables, le coût de la vie permettait d'épargner sans devoir créer plusieurs sources de revenus. Alors qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nos enfants grandissent n'a plus rien à voir avec celui de nos parents. L'inflation grignote la valeur de l'argent beaucoup plus vite. Les carrières sont moins linéaires et les métiers se transforment rapidement. L'accès au crédit, à l'immobilier, à l'entrepreneuriat et au marché financier est à la fois plus ouvert, mais plus complexe à naviguer. En plus, on a la concurrence mondiale et l'économie qui sont maintenant interconnectés. Donc, ce qui veut dire que ce qui se passe à l'autre bout du monde peut impacter nos finances, même là où nous en sommes dans la Caraïbe, en quelques jours. En conséquence, la notion de travailler dur toute une vie pour un salaire unique ne suffit plus à garantir la sécurité financière sur le long terme. Nous devons enseigner à nos enfants que la stratégie doit changer, le message doit évoluer et passer de travailler dur pour gagner de l'argent pour aller vers travailler pour générer de l'argent et l'investir pour qu'ils travaillent à ta place. Ça veut dire leur transmettre très tôt des notions telles que le travail c'est une étape, pas une finalité. On travaille pour créer du capital, pas juste pour vivre au jour le jour, où l'investissement multiplie les résultats, c'est-à-dire que l'argent investi génère d'autres revenus sans que l'on soit obligé d'échanger notre temps contre de l'argent. Il y a aussi le fait de faire justement de ce temps un allié. Plus on investit tôt, plus l'effet est cumulé avec les intérêts composés et les plus-values, plus tout ça va agir en notre faveur. Et j'espère vraiment enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais plus on le fait tôt, plus un enfant comprend tôt qu'il existe des revenus actifs, donc c'est-à-dire ce qu'on gagne en travaillant, et des revenus passifs, ce que l'argent investi nous rapporte, plus il pourra créer une stratégie qui est équilibrée. Ça change totalement la perception du travail. Il ne le voit plus comme une obligation permanente, mais plutôt comme un outil pour pouvoir bâtir sa liberté. Donc, un outil pour pouvoir générer de l'argent et investir. Ça évite le piège du hamster dans la roue. Travailler toujours plus pour maintenir un niveau de vie sans jamais se libérer de la dépendance à ce même salaire. Notre rôle de parents, c'est de casser ce vieux modèle. Arrêter de glorifier uniquement le travail dur, montrer par l'exemple, donc partager nos propres démarches d'investissement, même s'ils sont modestes. Créer un langage autour de l'argent qui soit positif. On va parler d'opportunités, de croissance, d'effets cumulés, au lieu de seulement aborder le sujet des factures et des dépenses. On va aussi encourager nos enfants à avoir une vision sur le long terme, leur apprendre à patienter et à laisser leurs investissements fructifier.
Et bien sûr, il faudra leur répéter encore et encore que le travail leur donne de l'argent, mais par contre, l'investissement leur donne de la liberté. Et la liberté, c'est ce qui te permet de choisir comment tu veux vivre. J'ai dû faire ce travail chez moi pour ma propre personne il y a quelques années pour changer ma définition de travailler. Donc, ce n'est pas juste être en mouvement physique ou dans la gestion active, c'est aussi choisir la bonne opportunité, poser les bases, mettre en place un système et ensuite le laisser tourner. Ça m'a demandé aussi d'accepter que les actions que je peux poser au départ peuvent suffire. Dans l'investissement, l'essentiel du travail, la difficulté principale se fait au départ quand tu prends la décision et que tu le mets en place. Ensuite, tu ne restes pas dans l'inaction. Tu laisses les choses maturer. L'argent, le temps, les marchés vont faire leur œuvre. Toi, tu dois juste contrôler à intervalles réguliers que tout ce que tu as mis en place suit le bon cours et que ça avance tel que tu voudrais que ça avance. Donc, planifie des points de suivi réguliers pour vérifier que les investissements vont dans la bonne direction. Et ben, jusqu'au prochain point, jusqu'au prochain moment où je dois vérifier ces investissements, je lâche prise et je ne regarde pas. Ça m'a demandé du coup de rééduquer mon cerveau, observer plutôt consciemment les moments où mes placements me rapportent sans que je sois en train de travailler. Donc apprends à ton enfant qu'il vaut mieux travailler intelligemment, être dans sa zone de génie pour que le travail qu'il effectue lui permette de générer de l'argent pour pouvoir investir plus tard. Sa valeur ne réside pas seulement dans le fait de trouver un CDI, de travailler et d'y rester le plus longtemps que possible et d'y faire carrière. Si tu dois retenir une seule chose dans tout cet épisode, ce serait principalement qu'on devrait éduquer nos enfants à non pas travailler dur, mais à travailler intelligemment et dans leur zone de génie pour pouvoir, de un, trouver ce qui leur permet de générer de l'argent avec facilité, tout en restant éthiques dans leurs valeurs, et ensuite de réinvestir cet argent pour que celui-ci se mette à travailler à leur place. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.